À l'épisode précédent, le nouveau Front Populaire est arrivé en tête des élections législatives et compte bien gouverner sur la base du programme signé par le nouveau Front Populaire. Cependant, toute plurielle qu'elle est, cette gauche se retrouve aujourd'hui bloquée. Quel Premier ministre sera proposé par le nouveau Front Populaire pour appliquer son programme et gouverner? Le nouveau Front Populaire gouvernera-t-il la France? Réussiront-ils à s'accorder sur un nom? Ou Macron les prendra-t-il de court en plébiscitant Union des droites? La suite tout de suite maintenant, l'épisode. Alors, donc voilà, il y avait ces négociations du nouveau Front Populaire pour trouver un ou une première ministre à proposer dans l'idée de gouverner, et donc d'arriver au gouvernement, de gouverner, de dire voilà, c'est voilà, etc. Évidemment, on est dans une situation à l'Assemblée nationale où il n'y a pas de majorité absolue, il n'y a que des majorités, enfin il n'y a qu'une majorité du coup relative du nouveau Front Populaire, et face à elle, elle a évidemment les macronistes et l'extrême droite qui veulent tout faire pour faire échouer le programme, le futur gouvernement. On a déjà des macronistes qui ont commencé à dire que s'il y avait un seul député insoumis ou même écolo au gouvernement, ils voteraient la motion de censure, etc. Enfin bref, il y a cette situation de tension. Là-dedans, le nouveau Front Populaire essaye de trouver un nom à plébisciter pour être Premier ministre et ça coince. Ça coince, pourquoi? Parce qu'en fait, chacun a proposé des noms qui sont issus de leur propre parti et chacun du coup a refusé les noms qui n'étaient pas de leur parti et particulièrement le PS. Sur le premier round des négociations, du coup les insoumis qui disent ah bah c'est bien, il y a Panot, il y a Guettet, il y a Bompard, il y a Mélenchon, voilà on vous donne 4 noms, voilà vous pouvez décider lesquels vous préférez entre les 4. Et le PS il a dit il y a Olivier Faure, voilà. Il y a Olivier Faure. Et les autres, ils ont pas l'air d'avoir proposé grand-chose. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Donc bref, du coup, c'était bloqué parce que concrètement, si c'était un insoumis, personne n'en voulait. Et si c'était un PS, concrètement, les gens étaient en mode bon, vous n'avez pas quelqu'un d'autre à nous proposer que Olivier Faure parce que vous êtes bien gentil, ok, c'est le chef de votre parti, mais pourquoi? Bon, bref, je vous renvoie à l'interview de Tondelier qui en parle. Et ensuite, magiquement, il y a eu un déblocage de la situation puisque le Parti communiste français a proposé le nom de Huguette Bello. Huguette Bello, présidente de la région La Réunion, etc., etc. Comme j'en ai parlé dans ma vidéo qui vient de sortir aujourd'hui, Huguette Bello a subi un matraquage de la part du Parti Socialiste pour dire non, ça ne peut surtout pas être Huguette Bello, etc. en trouvant un prétexte de supposée homophobie qui est totalement faux et en essayant de décrédibiliser absolument sa candidature, en disant elle a voté contre la loi de 2004, c'est une islamiste, elle n'a pas voté le mariage forcé. Bref, en trouvant tous les moindres prétextes pour dire qu'elle n'était pas compatible avec la République. Et ça a été très très violent contre Huguette Bello. Du coup, Huguette Bello, elle a fait une lettre pour dire bon, dont acte, ok, d'accord, ce sera pas moi, bonne chance. Du coup, les insoumis, ils étaient un peu en mode bon, vous êtes bien gentils, on vous propose quelqu'un, il y avait les cocos qui étaient d'accord, il y avait les insoumis qui étaient d'accord, il y avait ELV qui était d'accord. Alors, ELV qui était d'accord. ELV au début ils étaient en mode pourquoi pas? Ensuite quand le PS a commencé à gueuler ils ont dit ah non on n'était pas d'accord. Et après c'était en mode ah non mais si en fait on était très 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 contents que ce soit Huguette Bello, c'est dommage que ce soit plus le cas. Donc bref, donc les écolos globalement ils ont retourné leur veste et c'était vert des deux côtés visiblement. Donc voilà, donc il y a eu ce truc avec les écolos. Et du coup la candidature d'Huguette Bello a été enterré. Du coup, les insoumis étaient en mode vous êtes bien gentils, mais vous bloquez absolument tout. Là, on n'a plus le temps en fait, parce que bon, c'était bien de se dire il nous faut qu'on ait du temps un petit peu pour choisir quel sera notre premier ou première ministre. Mais vous n'avez pas écouté Macron qui a dit qu'il verrait en fonction de qui gagne la présidence de l'Assemblée nationale? Non, parce que attendez, pendant qu'on était dans nos réunions de merde, etc., Macron, il a quand même dit je laisserai gouverner la personne qui l'emporte à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que là, le 18, donc là, jeudi, va y avoir les élections à la présidence de l'Assemblée nationale, et si c'est pas nous qu'on gagne parce qu'on a une candidature unique, on est mort. Du coup, les insoumis étaient en mode ok, très bien, vous êtes bien gentils, allez hop, vous nous faites chier avec le Premier ministre, on met tout ça en pause, on se met d'accord sur déjà est-ce qu'on gagne l'Assemblée nationale, et ensuite on reprendra les discussions. Et le lendemain, magiquement, toutes les forces du nouveau Front Populaire se sont accordées sur un nom, Laurence Tubiana. C'est marrant, ça n'empêche, revenons un petit peu là-dessus quand même. Dès que la FI dit bon on met en pause les discussions, ah mais magiquement les autres ils se mettent d'accord. Vous voulez dire qu'en fait tout le monde n'attendait que le moment où les insoumis quitteraient la PS pour leur faire un petit plan de Trafalgar? Mais c'est marrant ça. Et du coup ils n'ont pas écouté les insoumis qui leur ont dit il y a quand même la présidence de l'Assemblée nationale, faut comment se mettre d'accord là-dessus avant toute chose, et que du coup ça va avancer comment sur la présidence de l'Assemblée nationale. Enfin bref. Je vais revenir un petit peu vite fait sur la proposition de nomination d'Huguette Bello. Parce qu'il y a certaines personnes sous mon tweet qui m'ont passé un thread. Un thread qui avait l'air de dire
qu'en réalité, la nomination du Gued Bello, en fait, le PS a eu raison, même si, ok, d'accord, bon, il y a eu du bashing, etc. Mais qu'en réalité, le PS a eu raison de dire non à Huguette Bello. Parce que Huguette Bello, c'était un plan, un coup de billard en je sais pas combien de bandes de la part des Insoumis. Et c'est Mélenchon qui a secrètement manœuvré pour que ce soit Huguette Bello. Et du coup, voilà, donc je vais revenir un petit peu là-dessus sur pourquoi Huguette Bello a été proposé par les communistes. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Déjà, pourquoi Huguette Bello a été suggéré par le Parti communiste? C'est pas une manipulation des insoumis ou quoi que ce soit, mais en effet, c'est lié aux insoumis. Après les législatives, d'ailleurs même pendant les législatives déjà, hein, mais particulièrement quand il y a eu tous les députés élus et que chacun a fait le compte de ses députés, le PCF s'est retrouvé un petit peu en panique. Parce que habituellement, le PCF fait une coalition qui s'appelle GDR, donc la gauche démocrate et républicaine, dont Huguette Bello a été une cofondatrice justement avec Marie-Georges Buffet dans les années 2000. Et du coup, donc, avec GDR, comme les communistes eux-mêmes ne suffisent pas, enfin, ils n'ont pas assez de députés pour faire un groupe à l'Assemblée nationale, ils sont pas 15 députés. Bah, du coup, ils font un accord avec les Outre-mer pour quand même obtenir un groupe en échange comment dire, de trucs aussi en faveur des Outre-mer, etc. Notamment leur file des plein, enfin là, les Outre-mer comme ça, peuvent avoir des salles de réunion, etc. Ils sont pas obligés de. Parce que souvent, en fait, si t'as pas de groupe, du coup, t'es non inscrit, mais en fait, tu peux rien faire quand t'es non inscrit, à part voter les trucs. Voilà, tu peux rien proposer, c'est difficile d'avoir des salles de réunion, etc., etc. Le problème, c'est que cette fois-ci, après les législatives, le PCF, ils se sont retrouvés un petit peu cons. Parce qu'en fait, ils ont vu que. Alors, bon, déjà, Huguette Bello, qui avait été mise sur la liste des européennes, parce que ça fait plusieurs années qu'elle se rapproche beaucoup, beaucoup de la France insoumise. Et que, concrètement, si vous regardez les votes aux Outre-mer, ça vote massivement pour Mélenchon. Et là, ça s'est vérifié encore pendant les législatives. Il y a eu une vague rouge aux Outre-mer, etc. Et surtout dans la séquence précédente, dans la séquence récente, on parle beaucoup du tournant antiraciste de la France insoumise, mais ça s'accompagne aussi d'une centralité aussi qu'a pris le discours autour de la question des Outre-mer dans le discours de la France insoumise. On a vu plusieurs vlogs de Mélenchon qui va à La Réunion, en Guyane, en Martinique, etc. Enfin bref, qui fait plusieurs vlogs et puis qui parle de trucs. Léo Mans aussi sur l'esclavage, sur plein de trucs et tout. Enfin, il y a plein de trucs où les insoumis ont énormément investi cette question-là des Outre-mer. Et en plus, d'autant plus récemment, avec les émeutes en Kanaki, suite du coup au dégel du corps électoral, où même si toute la gauche était contre le dégel du corps électoral, les insoumis ont particulièrement eu un soutien énorme pour justement les Kanaks, etc. Donc voilà. Donc bref, donc en fait, le PCF, après les législatives, ils étaient paniqués parce que en fait, ils flippent de ne pas avoir de groupe parlementaire. Parce qu'ils flippent que cette fois-ci, les élus d'outre-mer préfèrent aller chez les insoumis parce qu'ils vont plus y trouver leur compte, parce qu'il y a plus de proximité idéologique et parce qu'il y a déjà plus de liens qui se sont tissés, plutôt que de retourner chez les communistes qui sont totalement réduits à peau de chagrin. Donc le PCF a flippé pour ça. Ça passait beaucoup de coups de fil le soir de la victoire du NFP aux législatives. En plus de ça, du coup, le PCF a perdu des députés. Fabien Roussel n'est plus député. Sébastien Jumel n'est plus député. Et si tu prends que les députés PCF, plus les dissidents insoumis, donc les Ruffin, Autain, Corbière, Davy, etc. Si tu prends que eux, il manque, je crois, genre une personne pour faire un... Tu prends que les cocos et les insoumis, etc. Il manque une personne pour faire un groupe. Du coup, ils sont en panique. Du coup, les dissidents, ils ont rejoint EELV. Donc, justement, on y vient au traître, justement. La team des fâchés, la team des pas contents, ils ont annoncé qu'ils allaient rejoindre le groupe des écolos. Alors même que Corbière, Davy, Simonet aussi, il me semble, pour pouvoir se présenter aux législatives, tu as besoin d'un rattachement financier. Et c'est mieux d'avoir un rattachement financier à un parti politique. Et ils se sont rattachés financièrement au Parti communiste. Je crois que Ruffin s'est rattaché à Picardie Debout. C'était le cas aussi de Garrido d'ailleurs. Garrido aussi s'était rattaché économiquement au PCF. Donc tu es en mode, s'ils se rattachent au PCF, ce serait logique qu'ils viennent siéger avec le groupe GDR. Mais en fait, non, au final, ils ont annoncé qu'ils allaient siéger avec les écolos. Et bon, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je pense que
ils ont dû faire un calcul en mode c'est plus intéressant de rejoindre les écolos parce qu'au moins on est sûr d'avoir un groupe. Et si on rejoint le PCF, on n'est pas sûr d'en avoir un. Donc autant aller là où il y a déjà un groupe. Donc je suis allé dans mon petit tweet en mode ah là là, ils ont trahi la FI, ensuite ils ont trahi le PCF, lol, ils trahissent tout le monde, speedrun à 10%. Mais la vérité, c'est surtout que je pense que la raison pour laquelle ils ont rejoint le groupe des écolos, c'est parce que le PCF est vraiment en dèche au niveau du groupe et que les ultramarins risquent définitivement de faire sécession avec eux. J'ai entendu dire que les ultramarins ont dit OK au groupe PCF s'il n'y a pas les traîtres insoumis. Ah, c'est possible aussi. En tout cas, c'est clair que le ralliement des traîtres insoumis est directement lié à la capacité pour le PCF de constituer un groupe dans un sens ou dans l'autre. Et cette capacité de constituer un groupe dépend des ultramarins. Et oui, je pense que les ultramarins, ils se sont dit alors non, par contre, les traîtres, ils sont trop racistes pour nous, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'ultramarins qui rejoignent le groupe de... Alors, justement, le move, donc rappelle que c'est le PCF qui a proposé Huguette Bello. Et certaines personnes ont commencé à dire que le PCF a proposé Huguette Bello précisément parce que Huguette Bello, c'est une communiste, c'est celle qui a cofondé le groupe GDR à l'époque. Ils se sont dit, si on propose Huguette Bello, ça va faire un trait d'union avec la France Insoumise, parce que du coup, bah, ça va, ils s'entendent bien et tout avec les deux. Et en plus de ça, ça nous permet de négocier, d'avoir des outre-mer dans notre groupe et de garder le groupe GDR. Donc certains ont commencé à dire que le PCF n'a proposé Huguette Bello que pour sauver son groupe parlementaire. Ce qui ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça la truc derrière. Donc, ce qui est quand même une donnée importante, c'est que le PCF, là, ils sont en train de compter leurs forces et de se demander est-ce qu'on va encore avoir un groupe parlementaire. Donc, c'était une candidature qui pouvait... voilà. Et certaines personnes ont dit que c'était un coup du PCF pour sauver son groupe parlementaire. Et à mes yeux, en vrai, c'est plausible. C'est plausible parce qu'il flippe beaucoup. La preuve, ils ont immédiatement chié sur les insoumis dès que l'option Bello a été écartée. Oui, bien sûr, bien sûr. De toutes les façons, quoi qu'il arrive, Huguette Bello, c'est finito. Parce que donc ELV a fait que retourner sa veste. Le PS a dit non, c'est mort parce qu'elle est pas de chez nous. Et nous, on veut une socialiste ou rien. Ou un socialiste ou rien. Du coup, voilà, ils ont pris tous les prétextes possibles. Et du coup, l'hypothèse Huguette Bello a été écartée. Et du coup, dès que la fille a eu le dos tourné, ils ont proposé le nom de Laurence Tubiana. Pardon, Laurence Tubiana. Et bizarrement, magiquement, PC, ELV, PS étaient tous d'accord. Alors là, c'est magique. Ils ont réussi à sortir de leur chapeau une meuf qui met tout le monde d'accord, du PS au PCF. Qui est-ce que ça peut bien être? Qui est cette Laurence Tubiana? Tubiana ou Oui, Tubiana, pardon, pas Tubiano, pardon. Qui est-elle? Elle est économiste, universitaire et diplomate. Professeure associée depuis 2003 à l'Institut d'études politiques de Paris, donc c'est Sciences Po. Hein. L'Institut d'études politiques de Paris, c'est Sciences Po, donc voilà, elle fait partie de la team Sciences Po Paris, où elle est titulaire de la chaire de développement durable. Elle a été présidente du conseil d'administration de l'Agence française de développement, après avoir fondé le think tank de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Alors l'Agence française de développement, je sais que ça va pas dire grand-chose à celles et ceux d'entre vous qui sont le moins versés, on va dire, dans l'anti-impérialisme et dans les relations Nord-Sud. Mais l'Agence française de développement, c'est les thunes de la France-Afrique. Voilà. C'est les gens qui disent on va vous faire de la thune et en échange, vous faites les politiques qu'on veut, quoi. Et le développement durable, bien évidemment. Le développement durable, en fait, ça fait partie de l'agenda des Nations Unies pour le 21e siècle. Ça fait partie des gros axes des Nations Unies. Et le développement durable, en fait, c'est devenu, avec le temps, une espèce de fourre-tout pour mettre à la fois le greenwashing et voilà, le capitalisme vert, le greenwashing. Développement durable, c'est en mode, ça veut dire on continue la croissance, mais on essaie de faire en sorte que ce soit durable pour la planète, que ce soit un petit peu écolo. Donc développement durable, c'est déjà un petit peu une douille made in les Nations Unies, parce que concrètement, c'est beaucoup de bons sentiments et très très peu de volonté véritablement d'avancer. Donc il y a déjà un petit red flag sur là d'où elle vient. C'est à la fois développement durable et ensuite AFD. AFD, c'est vraiment crâne les gens. Donc elle est ambassadrice pour les négociations de la conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques. Donc c'est la fameuse COP21, hein, c'est ça la conférence de Paris 2015. Oui, ça c'est la fameuse COP21, le 21e sommet de la Conference of Parties. À ce titre, elle est souvent citée comme l'architecte de l'accord de Paris. Donc c'est assez ironique quand même, elle est considérée comme l'architecte d'un accord qui a été signé par plein de pays qui prévoyaient déjà de le trahir. Finalement, c'est une bonne candidate pour le Parti socialiste. En 2019 et 2020, elle co-préside la Convention citoyenne pour le climat, un dispositif constitué par le second gouvernement d'Édouard Philippe qui rassembla 150 citoyens tirés au sort. Et elle avait notamment été approchée par Macron, etc. déjà pour un des gouvernements Macron, je crois que c'était le premier. Surtout des accords non contraignants concernant... Mais bien sûr, en gros, dites-vous, elle a un background de diplomate, science piste,
disons que leur fameuse candidate de la société civile, c'est quand même quelqu'un qui a bien côtoyé les sphères PSO macronistes, on va dire. Elle connaît les dorures, quoi. Matignon, ça va pas la faire sursauter. Donc elle a été proposée. Et donc déjà, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre parce que très vite, des insoumis se sont dit, attendez, mais attendez, c'était pas elle qui a signé une tribune dans Le Monde pour dire que le nouveau Front populaire devait tendre la main aux autres acteurs du Front républicain, donc aux macronistes concrètement, pour discuter d'un programme. En mode, c'est pas elle qui a signé une tribune pour appeler le nouveau Front populaire à jeter le programme par la fenêtre pour renégocier encore un nouveau programme pour gouverner avec les macronistes. Elle l'a pas seulement signé, elle l'a inspiré, oui, parce qu'elle l'a signé, mais elle a été aussi à l'origine de cette tribune. Elle a aussi poussé pour cette tribune. C'est bizarre quand même, parce qu'elle a l'air d'avoir quand même beaucoup de liens avec les macronistes. Elle est dans les trucs développement durable, COP21, donc elle doit être plus proche des macronistes de gauche. Donc bon, c'est quand même un peu bizarre que elle, qui soit proche des macronistes de gauche, et comme par hasard fait une tribune pour dire au nouveau Front populaire de jeter son programme par la fenêtre pour s'allier aux macronistes. Je rappelle que quand le nouveau Front populaire s'est constitué, l'angoisse c'était de s'arrêter sur un programme commun. Un programme commun qui rende assez clair de sur quoi on allait faire élire les futurs députés du nouveau Front populaire. Parce qu'en fait, c'est ça qui était important, c'est qu'on ne peut pas simplement demander aux gens de voter contre le RN, parce que là, on n'a qu'à direct s'allier avec les macronistes, mais qu'il fallait aussi montrer que la gauche n'était pas qu'une gauche d'opposition, mais aussi une gauche de proposition. Et du coup, le programme du nouveau Front populaire a été assez vite signé, négocié, on a vu tous les articles sur la négociation du programme, etc. Ça a fait quand même partie des pierres angulaires. Donc alors que dès qu'on est élu, le premier mot, le premier nom qui semble faire consensus, ce soit celui de la meuf qui dit allez on jette le programme à la poubelle, c'est quand même un peu bizarre. Et du coup voilà, il y a plusieurs problèmes avec Laurence Tubiana, donc j'ai déjà un petit peu fait un peu son pédigré, quoi, on va dire. Et du coup on va lire le trait de frustration aussi qui parle de ça. Donc voilà, donc le problème avec Laurence Tubiana, dans notre analyse sur la grande coalition, donc voilà, c'est quand on parlait de grande coalition, vous avez fait le live sur l'illusion de la grande coalition, etc. On avait parlé de ça, du fait que déjà le programme, bref. Donc dans notre analyse sur la grande coalition, nous évoquions comment une partie du nouveau Front populaire cherche à marginaliser la France insoumise pour s'allier avec la macroniste et la droite. La proposition de l'économiste Laurence Tubiana comme première ministre par le PS, appuyée par les écologistes et le PS, c'est quand même, dites-vous quand même, c'est bizarre, hein. Les communistes, ils étaient prêts, il y a 2 jours, à signer sur Huguette Bello, communiste, antiraciste, turbo-féministe, bien à gauche, etc. Bon, ouais, parfois il est un peu, voilà, mais c'est faire des coalitions, quoi. Mais quand même, c'est une communiste, quoi, je veux dire, elle, voilà. Ils étaient prêts à signer pour elle, et 3 jours plus tard, ils retournent leur veste, ils disent, bah en fait, non, l'économiste un peu macronienne, elle nous va bien. Les écolos, ça y est, maintenant ils se sont réveillés que maintenant pour dire c'est vrai qu'Huguette Bello c'était pas si mal. Bah ils étaient pas très vocaux pour dire ça à l'époque. Et là tout à coup c'est ah ben Tubiana vraiment aucun problème. Alors du coup Huguette Bello il savait pas qui c'était, mais par contre Tubiana bien sûr qu'on la connaît, bien évidemment, on signe quand vous voulez. Huguette Bello on la connaît pas, personne la connaît, bon c'est les Outre-mer, on s'en bat les couilles, mais c'est une femme. Et elle est racisée, et c'est tout ce qu'on a à savoir sur elle. Mais par contre, Tubiana, oh, bon. La proposition de l'économiste Laurence Tubiana comme première ministre par le PS, appuyée par les écologistes et le PCF, illustre cette stratégie. Tubiana est une personnalité Macron-compatible, car sans opposition claire au macronisme. En 2017, Tubiana présentait Macron comme écologiste. En 2019, elle félicitait Elisabeth Borne pour sa détermination. En 2022, après les brutalités macronistes, elle encensait encore les discours de Macron. Make our planet great again. Vous feriez une excellente ministre de l'économie, Laurence Tubiana. Merci, mais Elisabeth Borne sera une ministre déterminée. Bonne chance à elle, Elisabeth Borne. Powerful speech from Emmanuel Macron at COP27. Mitigation, finances, L&D, debt reforms and biodiversity. On point. On point, ça veut dire genre parfait, quoi. Genre ça, voilà. Novembre 2022. Voilà. La bienveillance de Tubiana envers Macron est réciproque. Parce qu'en fait, voilà, c'est pas que... En fait, le truc, c'est qu'il va y avoir plein de gens, plein de sauces qui vont dire non, mais vous êtes méchant avec Tubiana. Elle a fait des tweets parce qu'elle avait des responsabilités institutionnelles. Mais vous savez pas ce qu'elle pense vraiment et ce qu'elle veut vraiment dire. Ah, je me fatigue moi-même en imaginant les arguments du PS. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand on voit la façon dont elle parle d'Elisabeth Borne, quand on voit la façon dont elle tweet sur Macron, etc., c'est pas tant que idéologiquement, ça se voit par ses tweets que c'est une vraie macroniste, etc. Mais c'est surtout que elle est dans un monde de connivence avec ces gens-là. Ah bah, elle tweet en anglais, mais c'est parce qu'elle a une stature internationale, voilà, c'est ok, why not. Elle tweet aussi pour les diplomates internationaux qui sont sur les questions écologiques, etc. Enfin bref, voilà. Mais elle a une nature de connivence avec eux, elle les connaît,
Elle fait ah bisous Elisabeth Borne, bonne chance à toi ma douce, etc. Bref, c'est pas quelqu'un qui va aller à l'opposition vis-à-vis de Macron. C'est pas quelqu'un qui va être particulièrement pugnace pour défendre le programme. C'est quelqu'un qui va se retrouver dans des négociations, dans des trucs ministériels, dans les trucs avec que des gens qu'elle connaît, que des gens qu'elle apprécie bien. Elle sera élue d'une coalition de gauche avec que des gens qu'elle méprise, parce que vraiment, foncièrement, cette petite société civile de gens qui sont dans les institutions internationales, qui parlent, qui tweetent en anglais sur « Oh, powerful speech for COP27 », etc. Enfin voilà, ces gens-là ont aussi un mépris des militants et du militantisme. Il y a une vision de la politique qui est très très technocratique. Une vision de la politique pour qui les mouvements sociaux, ça sert surtout pour bien se faire voir dans les marches climat. Mais la nature de rapport de force des mouvements sociaux, c'est quelque chose que les technocrates ne supportent pas parce que ce sont les sachants. C'est eux qui savent, c'est eux qui font, ce sont des architectes qui n'ont pas besoin des militants. Donc elle va se retrouver dans des cabinets ministériels avec des gens qui font partie de son milieu et qu'elle respecte, dans une coalition où elle sera censée représenter des gens, là je parle des insoumis mais pas que, aussi une bonne partie des communistes, de la CGT, etc., des gens que soit elle ou du moins son milieu méprise fondamentalement parce que c'est des technocrates. Donc la bienveillance de Tubiana envers Macron est réciproque. Voilà, c'est une bienveillance, etc. La bienveillance est réciproque. En 2018, elle a été envisagée pour remplacer Nicolas Hulot. Ah bah tiens. En 2019 pour les européennes et en 2020 pour remplacer Édouard Philippe. Donc ça fait déjà un petit moment qu'elle est dans les petits papiers des macronistes et que les macronistes réfléchissent à la nommer, elle, à des postes gouvernementaux. Plus tard, elle est nommée au Haut Conseil pour le climat. Le 1er juillet, Tubiana disait « Il faut se battre pour la démocratie, ignorant la répression des gilets jaunes, les perquisitions illégales des médias et autres injustices. Si elle vit en démocratie, elle a bien de la chance. » Et en fait, c'est ça aussi, c'est que si elle est première ministre, va y avoir la question du maintien de l'ordre qui va se poser. Il y a toutes ces questions-là de qu'est-ce que tu fais de tous les gens qui ont été perquisitionnés. Qu'est-ce que tu fais aussi des fiches S abusives? Qu'est-ce que tu fais de tous ces trucs-là? Qu'est-ce que tu fais de l'équilibre des médias, etc. Et que si tu n'as pas un vrai programme de gauche et que si pour toi tu vis dans une parfaite démocratie, génial, il faut se battre pour la démocratie, bah du coup tu seras incapable de le faire. Et on va parler de l'ARCOM après, vous inquiétez pas. Donc pour identifier des positions floues, il faut savoir lire la langue de bois. Des phrases comme « répondre aux urgences sociales et écologiques sans mesures concrètes » sont très suspectes. Philippe Viandury souligne que Tubiana est partisane de la philanthropie climatique, collaborant avec des fondations comme BlackRock. Vous savez, BlackRock, je ne sais pas si vous êtes allé dans une manif de gauche récemment, mais vous avez peut-être vu des gens qui portaient des grands épouvantails en forme de vautour. Bah, c'est pour BlackRock, parce que BlackRock, c'est un immense fonds d'investissement, c'est ce qu'on appelle un fonds vautour. C'est un fonds d'investissement qui est probablement à blâmer pour la moitié des trucs crades qui se font dans le monde du travail, des privatisations, de l'ubérisation, des destructions en fait des services publics, etc. Oui, c'est ça, c'est Attaque qui va en manif avec les trucs BlackRock, etc. Donc BlackRock, c'est crade de fou. Tubiana propose de renoncer au programme du Nouveau Front Populaire pour un programme de coalition avec les macronistes et la droite. En effet, le 11 juillet, elle signait une tribune dans Le Monde appelant à tendre la main aux autres acteurs du Front républicain, donc c'est le truc dont on a parlé à l'instant. Le but de cette proposition est clair, écarter la France insoumise du Nouveau Front Populaire, puis gouverner avec les macronistes. Le dialogue et l'apaisement prônés par Tubiana et d'autres figures socialistes illustrent cette direction. Bah oui, c'est l'UMPS, Tubiana, enfin voilà. Marine Tondelier et Sandrine Rousseau réagissent en minimisant les critiques contre Tubiana, évoquant du sexisme plutôt qu'un réel débat politique. Roussel propose lui un communisme de gouvernement, renonçant au programme du NFP. Le véritable problème pour la bourgeoisie n'est pas le casting, mais le programme du NFP. La France insoumise reste perçue comme la seule à pouvoir défendre ce programme, ce qui dérange les macronistes. Bah oui, en fait c'est ça, c'est que du coup, l'article de Mediapart en parle bien, on va le lire juste après. C'est qu'en fait, la France insoumise, je vous ai parlé de ça plusieurs fois, même quand on parlait de pourquoi il n'y a pas de démocratie interne à la France insoumise, blabla. La France insoumise, son fonctionnement, c'est à l'inverse des autres partis. C'est-à-dire que les partis, ils votent à l'intérieur pour avoir des lignes pour décider après d'un programme, et chaque programme change à chaque élection interne. Concrètement, c'est ce qui se passe dans tous les partis. Et la France insoumise, c'est on a un programme, et ce qu'on va décider après, c'est de l'ordre de la stratégie pour faire appliquer ce programme. Mais le programme, il est intouchable. Le programme, il bouge pas. Et comme ça, on est sûr de ce qu'on veut mettre en place et que nos électeurs ont confiance, etc. Et donc la France insoumise, c'est le programme ou rien. Et donc lorsque la France insoumise propose des gens, c'est des gens qui vont être garants du programme. Et du coup, lorsque tout le monde, sauf la France insoumise, se met magiquement d'accord sur quelqu'un qui veut jeter le programme à la corbeille, bah ça montre bien que la France insoumise a raison de mettre le programme au centre. C'est qu'en fait, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va faire une fois au pouvoir. Le NFP peut faire passer certaines mesures comme l'abrogation de la réforme des retraites et les mobilisations sociales peuvent forcer les groupes politiques à se positionner. Bah oui, bah bien sûr. Genre même si t'as pas la majorité absolue, t'as déjà la capacité de passer des décrets, ce qui est pas mal. Et t'as aussi le mouvement social derrière toi qui peut pousser. T'as aussi, t'es en position de force par rapport aux autres minorités. T'es une minorité, mais t'es moins minoritaire que les autres. Du coup, t'es aussi en position de force par rapport aux autres minorités.
Et bien évidemment, bon, le 49.3, oui et non, parce que tout le monde se fera un plaisir à voter la moindre motion de censure si la France Insoumise est au gouvernement. Ça, bon, voilà. Mais on y viendra après sur les possibilités. Le NFP ressemble à une résurrection du hollando-macronisme, avec des figures importantes de la Macronie réinvesties comme Aurélien Rousseau, qui vante Tubiana comme une chance pour la gauche et ce pays. Putain. La stratégie du PS contre la France Insoumise vise à renforcer son hégémonie institutionnelle. La FI a accepté ce jeu pour préserver son nombre de députés, mais cela pourrait l'empêcher de présenter une véritable rupture à l'avenir. Les débats au sein du NFP ne sont pas des histoires de personnes, mais des questions de politique profonde. Gouverner avec les macronistes à la droite ou tenter un gouvernement NFP au risque de la censure. Et en fait, c'est aussi ça le truc, et c'est pour ça qu'en vrai, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Bon, on a le droit de le dire que personne va gouverner. Enfin, on a le droit de le dire que genre c'est mort. Que genre s'il y a un insoumis au gouvernement, on va se prendre une motion de censure dans la tronche. Que de toute façon, au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale, ils vont s'arranger et vont faire des magouilles pour être sûr de faire une alliance entre les macronistes et le RN, parce que c'est déjà ce qu'ils ont fait en 2022, voire même entre les macronistes et LR. Et que du coup, de base, on va pas avoir le perchoir, et que c'est précisément pour ça que Macron a dit ça dépendra de qui a la présidence de l'Assemblée nationale. C'est parce qu'il savait très très bien qu'il y avait la coalition suffisante pour décider de quelqu'un de droite au perchoir. Vous inquiétez pas. Le feuilleton du Premier ministre est très très drôle, et je trouve qu'en fait il est intéressant parce qu'il rebat les cartes, il donne des clarifications des lignes à gauche, et il permet d'enterrer définitivement le PS. J'espère que cette fois-ci ce sera enterré définitivement le PS. Bon, après il va y avoir les municipales, ça va être un petit peu chiant, mais bref. Mais on a beau avoir gagné les législatives, ça ne suffit pas. On pourra gouverner que quand on aura vraiment gagné. Avoir gagné les législatives, c'est une très très bonne étape, ça nous solidifie, mais il faut construire par rapport à ça. Donc c'est très rigolo de se demander qui va être Premier ministre, etc., qui sont les meilleures personnes, et d'en profiter pour parler des lignes politiques, de la rupture et des équilibres à gauche. Mais ne nous illusionnons pas sur les conditions de possibilité pour la gauche radicale de gouverner ce pays avec un président Macron et une telle présence de la droite et de l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Moi je veux voir le gouvernement insoumis tomber sur la retraite à 60 ans. Ah bah ça peut être marrant ça. Même en le sachant, ça déprime. Non, une fois qu'on le sait, je trouve que ça tranquillise. Au moins, on ne sera pas déçu parce qu'il sortira des négociations. On saura par avance. Et on peut se concentrer sur les prochaines échéances. La FI n'a-t-elle pas fait une erreur tactique en donnant autant de circo au PS? Non. Parce que la tactique était bonne. Parce que si la FI partait toute seule, vous avez vu déjà les macronistes qui se sont pas retirés alors qu'ils étaient troisième et qui ont fait gagner des RN dans leur circo, par exemple. Les macronistes qui, voilà. Si, imagine, on avait des insoumis qui se présentaient tout seuls à côté d'une gauche unie, pastèque, coco, écolo, socialiste, on était laminés. On était laminés, on était considérés comme responsables de la montée du RN, et c'était finito. On a bien fait de faire le nouveau Front populaire. Commençons pas à réécrire l'histoire. Commençons pas à se dire on aurait dû partir en bulldozer bien en tête tout seul. Non, on aurait eu tout à perdre. Regardez le bashing médiatique qu'on s'est pris, ça aurait été encore pire. Les caricatures de Mélenchon en Hitler, elles auraient fusé partout dans la presse. Donc non, on a bien fait de faire cette union. Parfois, les rapports de force peuvent être en notre défaveur, mais il faut juste continuer de militer. C'est tout. C'est un cirque quand même. C'était l'union de la gauche, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui quitte la table des négociations a perdu. Donc bah, les 100 circons, on les a payés. On a bien ravalé notre fierté. Oui, c'est déprimant. Oui, c'est chiant. Mais c'est pas une défaite. C'est quand même pas une défaite. On a quand même fait un super score. Dans ce score, globalement, c'est surtout les voix insoumises qui ont compté. Donc gardons ça. Et gardons cette force, parce qu'on sait où elle est la force. Et au prochain coup des présidentielles, ah ben là, on peut partir tout seul sans problème. Oui, et les 17% pour Mélenchon dans le dernier sondage, faut pas oublier. L'article du point. Parce que du coup, on va revenir un petit peu sur voilà, les dessous un petit peu de ces petites négociations. On adore les petits articles qui nous racontent les dessous, les dessous de comment tout ça s'est passé, etc. Enfin bref. Donc le coup de force de Mélenchon, parce que du coup, donc, bien évidemment, donc l'AFI a dit, donc rappelle ce qui s'est passé, hein, l'AFI a dit, là la priorité c'est le perchoir de l'Assemblée nationale, c'est la présidence de l'Assemblée nationale, sinon on est cuit. Donc concentrons-nous là-dessus, on reprendra les discussions sur le Premier ministre après, mais déjà mettons-nous d'accord là-dessus parce que sinon on va se faire avoir par les droitards. Du coup la FI a quitté la table des négociations pour, voilà, a suspendu les négociations à ce moment-là, merci Nassi Brown. Alors du coup, bien évidemment, tous les médias, on peut dire, c'est la faute aux insoumis. Ils ont quitté la table des négociations parce qu'il y avait des priorités. Du coup, les autres, ils se sont mis d'accord dans leur dos. Et maintenant, les insoumis refusent parce qu'elle serait macroniste. Bref, donc voilà, donc c'est de nouveau, on est revenu dans c'est la faute à Mélenchon. Et du coup, alors là, on a des articles incroyables qui nous tombent. Alors du coup, le coup de force de Mélenchon qui pousse la gauche au bord de la dépression. Alors oui, Mélenchon qui est responsable de la dépression carrément de la gauche. Voilà, Mélenchon, voilà, on distribue les Xanax pour tout le monde.
Au bord de la rupture, le nouveau Front populaire se déchire à ciel ouvert sur le choix d'un Premier ministre. À huis clos, tout a vacillé ce week-end. Il ne s'attendait pas à le voir débarquer en personne. Ah. Ce samedi, en toute fin de soirée, les dirigeants du nouveau Front populaire se retrouvent de façon inopinée pour tenter de trouver un compromis sur le sujet qui grippe tout, le choix d'un Premier ministre. Soudain, surprise, Manuel Bompard arrive, escorté de Jean-Luc Mélenchon, jusqu'alors en retrait des discussions. Oh, t'imagines, il y a Bompard qui s'est ramené aux négociations. Il a dit j'ai ramené un plus un. Je sais pas si ça... Et là, t'as Jean-Luc qui arrive. Salut Jean, salut Olivier. Bon, c'est quoi ces conneries? Wait, à ciel ouvert, huis clos. Ouais, ciel ouvert, huis clos. Tu sais, parfois quand t'es en déj de formulation et que t'es un plumitif un peu nul au point, une plumitive, pardon. Bref, les patrons des Insoumis, de sources concordantes, attention, hein, les sources concordent, a alors tenté une de ces manœuvres d'intimidation dont il est passé maître. C'est vraiment la présence de Mélenchon, les intimide. Voilà, il suffit que Mélenchon soit là dans la pièce pour que vraiment c'est aura. Il a 100 points d'aura. Et du coup, genre, il fait peur à tout le monde. Genre, il fait trembler la pièce. Il est venu lui-même vers 23h et pendant plus d'une heure, il a hurlé sur Olivier Faure qui n'a pas bronché. Globalement, il lui a parlé un peu fermement. Ils ont pas supporté qu'on leur parle un peu sèchement, quoi. Ils ont pas supporté qu'on ne mette pas les jolies formes pour leur dire oui, monsieur, mais vous comprenez, vous savez, on vous aime beaucoup, mais quand même, Huguette, vous comprenez. Genre, bah non, on va pas prendre des pincettes, non. Enfin, un moment, stop, quoi. Motif de sa fureur, le refus des socialistes, réunis quelques heures plus tôt en Conseil national, de donner leur feu vert à la candidature d'Huguette Bello, présidente de la région Réunion, et proche du leader de LFI, dont le nom avait été soufflé par le PCF pour sortir de l'impasse. J'adore, c'est devenu Huguette Bello, proche du leader de LFI, et dont le nom était soufflé. Genre j'ai l'impression, en lisant cette phrase, que le PCF a juste dit et sinon Huguette, je sais pas. Et que du coup, les Insoumis ont dit oui, c'était notre plan depuis le début. Elle est proche de nous. C'est une candidate insoumise. Et que genre le PCF, globalement, aurait dit le mot mais sans l'assumer derrière. Tu vois, genre c'est vraiment bref. Autre coup de théâtre du soir, les écolos dont les partenaires peinent décidément à comprendre le jeu. Oui, parce que globalement, les écolos, ils sont foutus d'avoir une ligne politique claire. Enfin, cap clair. Se rallient de même source. Donc la même source qui dit que Olivier Faure s'est fait engueuler par Mélenchon. Ils se sont ralliés à la piste Bello après l'avoir mollement soutenu, lâchant le PS en race campagne. Alors du coup, donc le ELV qui était en mode non, mais Huguette Bello, on sait pas, commencez pas à dire qu'on est d'accord. Et après, au final, ils ont dit non, en fait, c'est bien Huguette Bello. Et du coup, le PS qui s'est retrouvé tout seul. Alors, du coup, patatras, le PS se retrouve à être à l'origine de la division, puisque tout le monde était d'accord. Je comprends pas. Les Insoumis, les communistes, les écolos sont d'accord. Il manque plus que le PS. Bah alors, pourquoi ils bloquent le PS? 3 nouveaux noms proposés par Olivier Faure. Prenant les Insoumis à leur propre jeu. Oui. Olivier Faure met alors sur la table 3 nouveaux noms. Accusé de bloquer le jeu pour sa propre carrière. Putain, mais ça lui a mis du temps avant de mettre 3 noms. Parce que jusqu'ici, le seul nom des socialistes, c'était Olivier Faure. Rappel. Hein. Et du coup, il a dit oh, mais très bien. Si vous voulez, ben voilà, on va dire Martine Aubry, Johanna Roland et Najat Vallaud-Belkacem. Allez, hop, démerdez-vous. Alors, Martine Aubry, vous voulez perdre la mairie de Lille tout de suite, là? Genre parce que nous, on était d'accord pour attendre les municipales pour vous prendre la mairie, mais si vous voulez nous la filer maintenant, ça me va. Alors, Johanna Roland, pareil, vous voulez perdre Nantes tout de suite? Genre, vous êtes conscient que Nantes, il vote pour nous? Genre, c'est. Une Najat Vallaud-Belkacem, bien sûr. Hein. Toutes trois aussitôt rejetées par les Insoumis. Avec cette réponse très sèche s'agissant de cette dernière, compagne à la ville de Boris Vallaud, chef des députés PS et ex-conseiller de François Hollande. Il a aussi un pédigré, lui. On a déjà secrétaire adjoint de l'Élysée, ça va bien comme ça, là. Sinon, on peut mettre Najat Vallaud-Belkacem. C'est une femme et elle est racisée. Oh, ça va, Et parce que du coup, Boris Vallaud était du coup secrétaire adjoint à l'Élysée sous Hollande, voilà, pour les gens qui savent pas. Surtout une ministre de Hollande plus que la meuf de... Non mais bien sûr, j'ai la meuf de... Bien sûr. Une ministre de Hollande et surtout, bah, comment dire. J'en ai parlé dans ma vidéo qui est sortie aujourd'hui, hein, quand on a reparlé du mariage pour tous. Elle a fait partie des meufs qui ont été totalement jetées sous le bus dans la séquence sur le mariage pour tous, mais pas que, notamment sur les ABCD de l'égalité, mais aussi... Bah, pendant les débats sur le mariage pour tous, où elle était porte-parole du gouvernement et elle essayait de se dépatouiller globalement à faire tout ça et tout. Elle représente même pas une aile gauche, en fait. En fait, elle était à sa place en tant que porte-parole du gouvernement, dans le sens où c'est vraiment le PS canal historique et vraiment canal hollandiste pur et dur. Donc, et c'est logique parce que Boris Vallaud aussi, vous me direz. Donc en fait, finalement, c'est pas tant que c'est parce que c'est sa meuf, etc. Blabla. Non, leur couple est aussi logique politiquement, quoi. Genre bon, à un moment... birds of a feather flock together, comme on dit, quoi.
On a déjà le secrétaire adjoint à l'Élysée, ça va bien comme ça. Stupeur autour de la table où figuraient également les leaders du PCF et des écologistes, Fabien Roussel et Marine Tondelier. Ils sont au tennis en fait. Roussel et Tondelier, en fait, ils regardent les insoumis et les socialistes débattre. Ils sont en mode hop, hop. Je 7 et match. Point pour le PS. Bref, d'où l'idée d'avancer sur des candidatures issues de la société civile. Bien sûr, la société civile, ça n'a jamais été une arnaque. Pour amadouer les insoumis ou mettre à jour ce dont le PS suspecte de plus en plus fortement, ils ne veulent pas gouverner, soupirent dépité des stratèges socialistes. Alors, ils ne veulent pas gouverner. Si, les insoumis veulent gouverner, mais pas à tout prix. On n'est pas comme le PS, on n'est pas à courir après la moindre nomination ministérielle, on veut pas gouverner pour rien, quoi. La gauche a très très peu de chances de faire ses preuves au pouvoir. Globalement, la droite a beaucoup plus été au pouvoir que la gauche dans ce pays, et dès que la gauche fait une connerie, elle en prend pour 20 ans. Donc, non, en effet, on ne veut pas gouverner, pas à tout prix. On veut gouverner en faisant en sorte que la gauche réussisse et qu'on ne se retrouve pas face à un énième échec où on trahit l'espoir des gens. D'où d'ailleurs le scandale quand ils ont proposé Tubiana, parce que le problème de Tubiana, c'est que précisément, Tubiana, c'est la solution de on veut gouverner à tout prix, y compris au prix du ralliement des macronistes de gauche, y compris au prix du sacrifice du programme. Et en fait, c'est ça, c'est que le PS, oui, le PS veut gouverner, et c'est bien le problème. Le PS, c'est ça, exactement Slurg, tu le dis vachement bien. Le PS veut gouverner, LFI veut appliquer le programme. Et c'est ça la différence fondamentale entre les deux. Dont certains se demandent s'il ne va pas falloir rompre in fine les négociations. Ce que LFI a fait unilatéralement ce lundi, en suspendant les tractations jusqu'à jeudi au moins, afin de tester l'union de la gauche sur sa capacité à faire bloc pour arracher des postes stratégiques à l'Assemblée nationale. Alors non, pas du tout, c'est pas pour tester la capacité de l'union de la gauche, c'est parce que vu le temps qu'on met à se décider sur un Premier ministre, putain, est-ce qu'on va mettre autant de temps à se décider sur une présidente de l'Assemblée nationale? Genre, allô? Genre, c'est surtout que genre il y a des priorités en fait, bref. Au sein du PS, Boris Vallaud a fait acte de candidature pour le perchoir, oui, puisque Matignon n'était plus disponible, qui serait également convoité par la chef des députés écolos, Cyrielle Châtelain. Oui, c'est les noms en tout cas qui ont circulé. Mais peu croient au NFP que la gauche raflera la mise, suspectant un accord tacite entre la droite et la Macronie pour libérer la route. Ouais, mais c'est ça le problème. Macron a dit, ceux qui gouverneront, ce sont ceux qui auront la présidence de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il a dit Macron. C'est les conditions qu'il a posées sur la table. Donc, comment est-ce que le PS pense qu'en proposant une première ministre, ça y est, c'est bon, ils vont pouvoir gouverner, alors même que tout le monde dit qu'ils vont se faire devancer par la droite qui va faire une alliance. Peu croient au NFP que la gauche raflera la mise, mais du coup, si la gauche ne rafle pas la mise, la gauche ne gouverne pas. Et c'est bien ça le problème. Si on ne se concentre pas très très vite sur comment on va faire pour rafler la mise à l'Assemblée nationale, ça sert à rien de parler de Premier ministre. Parce que Macron va désigner quelqu'un proche du parti, quelqu'un issu du parti qui a la présidence de l'Assemblée nationale. Et rappelle qu'en 2022, lorsque Yael Braun-Pivet a accédé à la présidence de l'Assemblée nationale, elle l'a fait en proposant des tickets doubles des macronistes et du RN. C'est par l'entremise des macronistes que le RN a obtenu des postes de vice-présidence de l'Assemblée nationale et des postes clés à la tête de l'Assemblée nationale, notamment les Sébastien Chenu et l'autre meuf là, Edwige Diaz. C'est parce que le LREM a proposé des tickets communs avec le RN. Et ça, c'est Yael Braun-Pivet. Pour moi, cette phrase, elle veut tout dire, quoi. Si vous ne croyez pas gagner la présidence de l'Assemblée nationale, alors arrêtez de parler de Premier ministre, en fait. Il va falloir arrêter, il va falloir admettre que peut-être que c'est pas que vous ne voulez pas gouverner, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas. Tubiana, c'est non pour LFI. Il change les règles à foison, il risque pas de changer encore si on a un NFP président d'Assemblée, il n'y a rien qui l'engage. Non, mais de toute façon, Macron, c'est l'IR game. À chaque fois, tu es dans une salle de test avec une règle, etc. Et le NFP, c'est l'héroïne du manga qui essaye de trouver un moyen de contourner la règle sans condamner absolument tout le monde. Voilà, Macron, c'est l'IR game, exactement. Voilà. Tubiana, c'est non pour LFI. Ce lundi, d'un commun accord, le PS, le PCF et les écolos ont opéré une nouvelle tentative en suggérant le nom de la coprésidente de la Convention citoyenne sur le climat et ambassadrice de la COP21 de 2015,
Attends, elle était ambassadrice de la COP 21 de 2015. Du coup, j'imagine qu'elle a eu des trucs à dire sur les gens qui ont été fichés S parce qu'ils ont voulu faire des manifestations écolo pendant la COP 21. Vous savez, faire des manifestations écolo pendant le moment où, justement, en France, on reçoit des trucs écolo et que, du coup, les gens ont été fichés S, perquisitionnés le matin, etc. Elle, du coup, qui était un peu l'ambassadrice de la France à la COP 21, j'imagine, du coup, qu'elle a dû dire des trucs sur la criminalisation des militants écolos. Non, pas du tout. Je sais pas, hein, c'était pour vérifier comme ça. Parce qu'en plus, vraiment, en 2015, ça a été vraiment le moment de radicalisation du pouvoir hollandiste. Blabla. Même refus immédiat de LFI qui se déchaîne sur les réseaux sociaux pour dénoncer une candidature supposément macroniste, ce qu'elle est, au motif que Tubiana a été approchée par le président pour entrer au gouvernement, et l'accusant d'avoir paraphé, il y a peu, une tribune appelant à un gouvernement d'union nationale avec la... Alors j'adore comment c'est écrit ça. Elle a été accusée. Non, elle est pas accusée, genre elle a signé. D'avoir paraphé. Alors vous savez, quand on paraphe, la différence entre un paraphe et une signature, c'est, vous savez, quand vous signez un contrat, vous devez signer dans chaque page et après tu as la signature finale. Donc la signature c'est à la fin et tu paraphes chaque page. Tu vois, donc voilà, tu fais un petit. Voilà, bref. Donc parapher, c'est. Voilà, ils disent parapher en mode genre. C'est même pas une signature, c'est une paraphe quoi. Genre c'est pas. C'est voilà, elle avait un stylo et puis elle a glissé sur la feuille. Voilà, c'est une accusation vraiment honteuse. Il l'accuse d'avoir paraphé. Oui, c'est ça, c'est vraiment vu quoi. Paraphé, c'est vraiment vu quoi. Donc c'est non, c'est pas qu'il l'accuse d'avoir paraphé, c'est que elle a signé. C'est pas une accusation, c'est vrai, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est vérifiable. Elle a signé et qui n'appelle pas juste à un gouvernement d'union nationale avec la Macronie, même si c'est déjà un problème, mais qui appelle aussi à tourner la page du programme. Voilà, d'avoir paraphé une tribune appelant à un gouvernement d'union nationale avec la Macronie. Une piste pas sérieuse, a tensé Emmanuel Bompard, accusant en creux ses partenaires de lancer une perche à Renaissance. Oui, c'est ce qui s'est passé. Cette proposition conduirait à faire entrer par la fenêtre les macronistes qui ont été chassés lors des législatives, cingle encore les insoumis. Depuis lors, c'est la foire d'empoigne. Sophia Chikirou crée la sidération. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, Sophia? En traitant sur X, ex-Twitter, les amis de François Hollande de punaises de lit dont il conviendrait de se débarrasser en infraction manifeste avec l'accord du NFP qui proscrit toute brutalisation du débat public. Elle a fait une infraction par rapport à l'accord du NFP. Mais genre, allez vous faire foutre avec l'accord du NFP. Attends, vous proposez comme première ministre une meuf qui a dit on jette le programme à la poubelle, mais par contre vous dites ah, Sophia Chikirou, elle a fait une infraction par rapport à l'accord du nouveau Front Populaire. Alors du coup le programme on s'en tape, mais par contre dire aux insoumis de fermer leur gueule, ça va? Ah bah c'est marrant comme... Je sais pas, hein, mais ce serait presque comme si en fait tout ce qu'ils voulaient c'était de se débarrasser des insoumis. Je suis peut-être un peu complotiste, hein, mais en même temps, sérieux, c'est nécessaire de sortir punaise de lit. Non, je suis d'accord. La meilleure, je sais plus qui a tweeté ça. La meilleure métaphore, c'est une tique. Parce que si tu l'enlèves pas tout de suite et si tu l'enlèves pas correctement, tu peux développer une infection très très grave. Donc c'est plus des tiques que des punaises de lit. Ça, je suis totalement d'accord. Alors que les punaises de lit, ça se multiplie, contrairement aux sociétés. En fait, c'est ça, c'est que les punaises de lit, ça fait que pondre. Limite, c'est les insoumis, les punaises de lit. Parce que partout où on va, pouf, on a des nids de militants qui se créent. C'est nous les punaises de lit. Eux, c'est plus des... Si on veut comparer à des parasites suceurs de sang, nous au moins on pond des œufs. Bref, de toute façon, c'est le principe des parasites de pondre beaucoup d'œufs parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils se développent. Parce qu'en fait, c'est comme ça ils peuvent survivre à des conditions météo et de danger. Bref, bon, bref. Mais globalement, ça fait que sucer quoi. Gronifleur, c'est tous les médias un peu qui adorent taper sur la fille. C'est Libération, Gronifleur. Voilà. Parce qu'ils vont renifler là où il y a des insoumis pour envoyer les exterminateurs. Parce que c'est nous les punaises de lit dans l'histoire du coup. Alors qu'on pourrait être des scutigeurs vélos. Oh putain, là vous m'avez perdu dans les métaphores là. Donc, le hollandisme c'est comme les punaises de lit, tu as employé les grands moyens pour t'en débarrasser, tu as cru quelque temps et tu as repris une vie saine, à gauche, mais en quelques semaines ça gratte à nouveau et ça sort de partout, va falloir recommencer. En petit comité au sein du PS, on est bien décidé à ce stade à ne rien lâcher et tenter jusqu'au bout de trouver une solution pour rassembler le NFP. LFI inclus. Oui, bien sûr. Ce lundi, d'autres personnalités issues de la société civile étaient citées sans que l'on sache s'il s'agissait de pistes véritablement envisagées. Alors étaient cités sur Twitter. En fait, les journalistes du Point, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur Twitter et ils pondent des articles à partir de ça. Les insoumis font leur cinéma, mais sans nous, ils ne sont rien, gronde une source proche du PS. Miroir. Qui résume parfaitement la quadrature du cercle dans laquelle le nouveau Front Populaire est enfermé. Le PS ne peut pas accepter une candidature LFI, et LFI ne peut pas accepter une candidature PS, car ça acterait un leadership. L'union fait la force ou pas? Bah oui. Après, c'est très vrai, hein. Mais la vérité, même si la France Insoumise était majoritaire à l'Assemblée nationale dans le groupe Nouveau Front Populaire, ce qui est le cas, je rappelle que la France Insoumise a plus d'élus que le Parti Socialiste, le Parti Socialiste se comporterait
exactement comme s'ils avaient l'hégémonie et comme s'ils avaient la majorité. En fait, le problème du Parti Socialiste, c'est que même à 1,7%, ils croient encore qu'ils sont centraux à gauche. Donc concrètement, bon, problème, c'est le PS, quoi, concrètement. Bon, du coup, est-ce qu'on a le temps de lire l'article de Mediapart? Il est bientôt 23 h. Laurence Tubiana sera trop de gauche pour les macronistes. Non, c'est pas Tubiana qui sera trop de gauche. Non, 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 vous avez pas compris Sylvain Maillard. Sylvain Maillard, il a dit, même si c'est Tubiana, on fera quand même une motion de censure s'il y a des ministres insoumis. En fait, ce qui se passe, les gens, Tubiana, c'est la main tendue à Renaissance et aux macronistes de gauche. Donc là, ils sont en mode merde. Tubiana, on l'aime bien. Il y a moyen qu'elle enterre le programme du nouveau Front Populaire. Du coup, faut qu'on trouve quand même un moyen de se débarrasser des LFI. Parce que s'ils font entrer Tubiana, mais qu'il y a quand même des ministres insoumis, on va l'avoir dans l'os. Alors du coup, non, bien évidemment, les macronistes, s'il y a le moindre insoumis, pour certains le moindre écolo, mais ils verront entre eux ce qui se décide entre eux, quoi. Mais s'il y a le moindre insoumis au gouvernement, ils vont faire une motion de censure. Je vous disais tout à l'heure que quoi qu'il arrive, Macron, il décidera en fonction de qui gagne l'Assemblée nationale et ça va être très très dur de gagner la présidence de l'Assemblée nationale. Donc déjà, bon, les premiers ministres, vous êtes bien gentils, ça fait bien discuter, ça fait bien blablater, mais ça va être très très drôle. Ça va être très très drôle une fois que l'Assemblée nationale sera au vin de la droite dans sa grande coalition. Déjà, il y a ça. Mais même si le nouveau Front Populaire gagne le perchoir et donc est en capacité de faire un gouvernement, blablabla et tout, blablabla, Macron qui cède et tout, le moindre insoumis, ce sera une motion de censure. Donc même si on a une ministre de droite, une première ministre de droite, j'entends, si je sais pas, si t'as Delogu, je dis Delogu, après c'est le pire exemple, attends, je force, non. Si t'as Aurélien Saint-Toul, sous-secrétaire d'État à culture lycéenne, je sais pas, à la pêche, sous-secrétaire d'État à la pêche, ils vont faire une motion de censure. Mais bref, donc, non mais, oui, je sais, j'aime beaucoup Saint-Toul. Leur but, c'est de détruire la France insoumise. Le but des macronistes, c'est de se débarrasser de nous. S'ils peuvent le faire avec l'aide du PS, c'est génial. S'ils peuvent le faire en faisant simplement une coalition de la droite, c'est encore mieux. Et s'ils peuvent le faire en faisant une motion de censure, eh ben ils le feront. Donc en fait, c'est aussi ça le problème, c'est que, bon, encore une fois, c'est très très rigolo de discuter, etc. Encore une fois, toutes les discussions autour de la nomination d'un futur Premier ministre sont très 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 révélatrices de plein de trucs. Encore une fois, l'article de Mediapart est pas mal là-dessus. Notamment, il finit sur une très très bonne phrase. À gauche, les socialistes reprochent toutefois à Jean-Luc Mélenchon de jouer le coup d'après, c'est-à-dire la présidentielle de 2027 qui pourrait être anticipée en cas de démission. Si un gouvernement du nouveau Front Populaire venait à se maintenir plusieurs mois en faisant quelques compromis, ça le sortirait du film, estime un socialiste. Donc si on arrive à faire un gouvernement NFP où on fait des compromis, on balance le programme par-dessus la jambe, c'est bon, on est débarrassé de Mélenchon. C'est ça le truc. C'est nous les punaises de lit. C'est nous les punaises de lit dans l'histoire. Sauf que c'est une année claquée, s'ils font ça, LFI revient par les fenêtres, mais bien sûr. S'ils font ça, ils se discréditent, et puis voilà, mais qu'ils le croient. Qu'ils le croient. Genre en fait, c'est des génies, vraiment, ils sont en mode, si jamais on gouverne et qu'on trahit le programme, LFI n'aura plus d'arguments contre nous. En mode, bah non, genre, c'est précisément l'inverse qui va se passer. C'est précisément plus vous trahissez, plus les gens vous font confiance. Si on aura un argument, c'est que vous avez été le programme, bah oui. Oui. Enfin bref, donc voilà pour qu'il finisse un petit peu le sujet autour de Tubiana. De toute façon, si on arrive à passer un décret, on a du boulot vu que Macron se lâche cette dernière semaine sur des décrets. Oui, c'est un autre truc qui passe un petit peu sous les radars, surtout si vous êtes dans une bulle médiatique de gauche. Là, en ce moment, Macron, il fait passer plein de décrets pour bien blinder l'après. Donc oui, là aussi, tu as un truc où concrètement tout le pouvoir de droite est en train de tout verrouiller. Et donc voilà, un argument encore supplémentaire de si jamais on arrive à gratter du coup la présidence de l'Assemblée nationale, du coup à réussir à composer un gouvernement, etc. et à pas se le faire censurer, blablabla et tout, là on a les macronistes aussi, on a toute la droite qui est en train de tout verrouiller. Et ça va être très 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 compliqué de se faire écouter. Tout ce qu'ils vont faire, en fait, ce qu'ils vont faire concrètement, c'est essayer à tout prix de saboter le moindre gouvernement de gauche et voilà quoi.